Bienvenue sur Nova. Oh tiens, Togusa, où est-ce que t'étais passé? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. J'avais des obligations à faire dans mon monde, malheureusement. Oh, tu as peut-être envie de nous décrire une autre œuvre terrienne? Ouais, carrément, j'aimerais bien présenter Ghost in the Shell. Très bien alors, c'est parti! Ghost in the Shell est de loin une œuvre les plus complexes que j'ai pu lire ou voir. Oh, je te le fais pas dire. J'ai passé tellement de nuits à faire surchauffer mon processeur là-dessus. Pas étonnant, mais fais attention à te ménager, je voudrais pas retrouver tes fichiers endommagés. Ça va, t'inquiète pas. Ghost in the Shell est une franchise lancée en 1989 par le manga éponyme de Masamune Shirow. Elle a d'ailleurs été une influence majeure dans le monde de l'animation et est associée à une vague de nouveaux fans venus d'Occident avec Akira en 82. La franchise comprend donc le manga de base, puis s'en est suivi plusieurs adaptations en films, séries, jeux vidéo, romans et encore d'autres mangas. Les œuvres les plus populaires et appréciées restant le manga de Shiro, le film de 1995 de Mamoru Oshii et la série Standalone Complex sortie en 2002 et dirigée par Kenji Kamiyama. Inutile de parler de toute la franchise, il vaut mieux qu'on se concentre sur ces 3 œuvres. Ça risque d'être un peu indigeste sinon. On va juste voir qu'est-ce que c'est que la franchise et les thèmes philosophiques derrière tout ça, pour vous donner envie de découvrir la franchise. Oui, parce qu'on ne comprend pas toujours du premier coup les 3 œuvres. Souvent, on en fait une mauvaise interprétation. Cette vidéo permettra au moins d'éclaircir certains points pour mieux aborder la franchise par la suite. Ghost in the Shell est dessiné dans un univers cyberpunk. D'ailleurs, on parlera de ce genre dans une autre vidéo. Faut juste savoir que ça veut dire que ça se passe dans un futur proche dystopique, où la limite entre l'homme et la machine devient floue au milieu de villes surdéveloppées contrôlées par de puissantes corporations. Dans Ghost in the Shell, l'humain est directement interconnecté sur le net et nous introduit un avant-goût de ce à quoi ressemblerait la communication dans le futur. On va suivre l'histoire de la section 9, une escouade chargée d'assurer la sécurité publique de certains crimes difficilement pris en charge par la police. Une sorte de FBI quoi. On retrouve très souvent Motoko, alias le Major. Elle est l'anti-héros du film, le personnage principal du manga, mais dans l'anime, elle a autant d'importance que d'autres membres de la section 9 comme Bato ou Togusa. On va commencer par expliquer le manga de Shiro. Le premier tome est un assez gros manga, avec de riches illustrations en couleurs et un format A4 qui est vraiment agréable pour profiter pleinement des dessins. Il pose bien les codes de la franchise qu'on a expliqué juste avant. On y suit donc la section 9 participer à différentes interventions pour la sécurité publique. Shiro avoue s'inspirer de la nouvelle Ghost in the Machine, ou Fantôme dans la machine de Gilbert Ryle, dans le livre La notion de l'esprit. Le terme Ghost in the Machine est une expression désignant le fait que l'esprit n'est pas dissociable du corps. Il contredit Descartes qui pense que l'esprit peut vivre en dissociation avec celui-ci. C'est le dualisme cartésien. Shiro et Ryle vont crier bullshit, car le cerveau n'est pas le seul organe à posséder des neurones, et que le corps en possède un peu partout. Également, si on nous prive de l'un de nos sens, on finit par ne plus savoir ce que c'est. Si on me prive de l'ouïe, au bout d'un certain temps, j'en aurais oublié les sensations. On pourrait me l'expliquer, mais je pourrais pas vivre avec la même perception. Si on prive donc l'esprit de tous ses sens, comment peut-on être la même personne? Bref, il est difficile de dissocier le corps de l'esprit, mais on y reviendra plus tard. Oh, ça devient déjà compliqué alors qu'on est qu'en début de vidéo. Bref, pour revenir à Ghost in the Shell, le terme ghost fait donc directement référence à l'esprit ou l'âme, et shell le corps. Shiro essaye également dans son manga d'être le plus réaliste possible par rapport à ce que pourrait être le futur. Et c'est plutôt réussi. L'ouvrage regorge d'explications scientifiques ou politiques, voire sociologiques, de comment vivrons-nous dans un monde de machines.
On sent que l'auteur a passé des heures à faire des recherches là-dessus. D'ailleurs, le manga comporte carrément des chapitres où l'auteur explique grossièrement comment on pourrait construire un cyborg, ce qui est plutôt impressionnant vu que ça a quand même été écrit en 1989. Il propose des solutions pour créer différents organes ou parties du corps, comme par exemple une peau artificielle, qui pourrait nous donner la sensation du toucher. Badass! Reste plus qu'à avoir les nanotechnologies et c'est parti pour me refaire le corps. Shiro s'interroge ensuite sur qu'est-ce qui différencie l'humain du cyborg, du robot ou de l'androïde. C'est vraiment intéressant parce que pour le coup, on peut comprendre facilement la différence parce que c'est assez bien expliqué. Mais là où ça se complique, c'est à quel point restons-nous humains. Oui, mais qu'est-ce qui définit l'humain? Mais il y a un souci avec tout ça. L'auteur, même s'il a imaginé un univers vraiment super en posant des questions philosophiques ou autres interrogations intéressantes, qui seront maîtres mots pour la suite de la franchise, il en a oublié de faire des histoires compréhensibles et des personnages attachants. C'est vrai que t'as raison, les personnages sont vraiment des gimmicks dans le livre, ils arrêtent pas de se plaindre et de tout contredire, voire en étant à côté de la plaque. On se perd dans les différentes missions de la section 9 car l'auteur a mis beaucoup d'annotations autour de ses bulles, expliquant le monde, voire en critiquant ses propres dessins et choix. C'est une décision artistique assez impulsive, intéressante. Mais finalement, dans la deuxième partie du livre, on finit par se concentrer uniquement sur les nombreux commentaires de l'auteur et en oublier l'histoire autour et les personnages. Néanmoins, ça reste un très bon livre, qui n'est absolument pas désagréable à lire. C'est juste qu'on sent que l'auteur est plus à l'aise à poser des questions et expliquer un univers plus que de le faire vivre. C'est exactement ça. Le tome 2 et le film Innocence suivent un peu cette lignée, mais en moins bien. Il y a beaucoup trop de questions et on a l'impression qu'il faut être un programmeur pour bien apprécier ses œuvres. C'est quelques années plus tard, en 1995, que Mamoru Oshii sort le film Ghost in the Shell. Un putain de chef-d'œuvre! L'animation est splendide et n'a pas du tout mal vieilli par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. En plus, le film réussit là où le manga échoue. Les personnages ont beaucoup plus de vie, ils sont beaucoup plus sérieux par contre. Ils doivent sourire 4 fois au total, je crois. Ouais, un truc du style. La section 9 est envoyée sur les traces d'un mystérieux hacker appelé Puppet Master, qui s'amuse à pirater le ghost des gens. À travers la recherche de ce criminel, Motoko sera amené à se questionner sur qui elle est vraiment et ce qui définit l'humain. Pour le coup, le film ne traite qu'une petite partie de la philosophie du livre, mais c'est pas très grave car ça reste 82 minutes de réflexion intense. Le film s'ouvre sur une vue d'hélicoptère parcourant l'immense ville futuriste de Ghost in the Shell. Puis ensuite, on a un plan sur Motoko vu de côté. Normalement, on a l'habitude de filmer les héros de face, mais là le choix est vraiment intéressant, car on ne sait pas qui elle est vraiment. Elle est montrée partiellement, c'est exactement tout le propos du film. On remarque que Motoko, avec son corps de cyborg, manque d'humanité. Elle se réveille dans une chambre noire, et la seule chose qu'elle fait en se levant, c'est mettre un blouson et sortir. Comme si la chambre n'avait qu'une fonction de dormir et n'était pas un espace personnel. Elle manque clairement d'humanité après l'éveil de son nouveau corps. Motoko pense que son ghost est quelque chose qui prend les décisions pour elle, qu'il est complètement séparé de son corps, qui n'est juste qu'une production. Elle ne sait pas vraiment en fait. Lors d'une scène où un homme est arrêté, Togoza lui explique que son ghost s'est fait pirater. On lui a implanté des souvenirs qui ne lui appartiennent pas pour le pousser à faire des agissements pour quelqu'un d'autre, le Puppet Master. On voit clairement Motoko réfléchir sur ça, qu'elle est assez limitée et que tous ses souvenirs pourraient être implantés comme on l'a fait pour l'homme. Qu'est-ce qui la rend vraiment unique ? C'est donc le corps artificiel qui pousse Motoko dans une crise identitaire en tant qu'individu, comme si c'était une sorte de prison qui limiterait son ghost. Elle veut s'échapper pour aller dans l'océan de données, pour être libre, unique et pas canalisée par son corps qui n'est qu'une production. Lors d'une scène de contemplation, on voit des déchets dans l'eau, ainsi que des posters copiés-collés sur le mur. C'est peut-être une métaphore pour exprimer les sentiments de Motoko. À la fin du film, elle explose d'ailleurs son corps car elle n'en a pas besoin et se retrouve dans l'eau comme les déchets qu'on a vus dans la scène de contemplation. Comme on l'a déjà dit, Motoko cherche à libérer son ghost de son corps. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Puppet Master nous offre une vision complètement différente. En effet, le Puppet Master est un être qui est né dans l'océan de données et n'a pas de corps. Il cherche, lui, à en avoir. Ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on vient de dire. En fait, le Puppet Master est un peu un idéal pour Motoko, ce qui explique sa fascination par rapport à lui. Il va dire à Motoko que, ok, la nature du corps influe sur l'esprit, que les limites sensorielles du corps influent sur l'effervescence spirituelle, mais lorsque l'on est un être de données comme lui, il n'y a pas de notion de vie et de mort, et que c'est grâce à ces notions-là qu'il y a un processus d'évolution. Les gens vivent, créent des êtres uniques, meurent et ainsi de suite pour créer une évolution. Le Puppet Master est alors limité par le fait qu'il n'a pas de corps. Il ne pourra pas évoluer et s'améliorer. C'est pour ça qu'il proposera à Motoko de fusionner, donnant ainsi une toute nouvelle personne unique. C'est donc comme dans le manga, une contradiction au dualisme cartésien, parce qu'on voit bien ici que le corps ne peut être séparé de l'esprit. Bref, le film de Oshii est un pur chef-d'œuvre, mais il nécessite plusieurs visionnages car la première fois qu'on le voit, on est un peu perdu à réfléchir et on loupe beaucoup de parties du film, malgré qu'il soit très court. En soi, c'est pas grave qu'il soit compliqué à comprendre, car ça fait toujours plaisir de revoir le film et d'en entendre parler.
Le film, vu qu'il ne traite vraiment que d'une petite partie de la philosophie et du thème de la licence, et étant l'œuvre la plus réussie de la franchise d'un point de vue personnel, je vous conseille vraiment donc de commencer par le film, qui est une bonne introduction à Ghost in the Shell. Standalone Complex est ensuite une série d'animation sortie en 2002 et réalisée par Kenji Kamiyama. C'est l'œuvre la plus fidèle au manga. Elle y traite toute la philosophie abordée par Shiro et y apporte également de nouvelles pistes. La série contient enfin des personnages vraiment attachants avec des épisodes dédiés pour Togusa, Bato et Motoko. On est vraiment au cœur de la section 9 et on comprend bien mieux de quoi elle en retourne. Le plus gros défaut est qu'elle est vraiment pas évidente à voir et il faut s'accrocher pour bien comprendre, nécessitant parfois des moments de pause entre les épisodes pour être sûr d'avoir bien saisi. Standalone Complex parle des thèmes du manga et du film comme si c'était des choses acquises par le spectateur, comme le ghost, la façon dont les gens communiquent, la façon de fonctionner des Fujikoma ou la section 9 qui n'est jamais expliquée. C'est pour ça qu'il vaut mieux lire le manga avant de voir l'animé. Néanmoins, l'animation est vraiment magnifique, notamment grâce au fait que c'est l'animé qui a coûté le plus cher à produire jusqu'ici. La BO est vraiment excellente, étant très riche et variée, faisant même des références à quelques thèmes de Akira. Kenji Kamiyama a su traiter Ghost in the Shell de la bonne façon, et c'est vraiment bien approprié l'univers. Une chose qui est vraiment bien dans l'animé, ce sont les scènes de combat. Kamiyama a basé ses scènes sur la tension. Il va nous montrer la scène pour qu'on ait le temps de voir qui a l'avantage et où sont les personnages, pour ensuite relâcher la tension avec le dénouement de l'action, très court et rapide, ce qui rend ces scènes assez satisfaisantes au final. Par exemple, dans l'épisode 1, on nous montre les geishas qui viennent de tuer des hommes, puis ensuite, la tension s'installe pour qu'en quelques secondes, les tirs de la section 9 arrivent, précis, fatals et mettent fin à la scène. Il y a un petit côté oppressant et angoissant derrière ces scènes qui servent vraiment bien à l'ambiance de Ghost in the Shell. Kamiyama introduit également la notion de complexe de solitude à la série. Pour comprendre le complexe, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est un simulacre. C'est le fait qu'une copie remplace l'original. Lorsque quelqu'un va s'inspirer d'une œuvre, mais c'est ce quelqu'un qui devient plus populaire que l'œuvre de base, la remplaçant, on parle alors de simulacre. Il faut aussi comprendre qu'il y a des individus qui vont avoir un rôle d'imitateur. Ils vont imiter des actions qu'ils ont vues dans les médias ou autres et le faire dans leur propre vie. Ainsi, dans Standalone Complex, on a un méchant qui s'appelle le rieur, et la section 9 cherche à savoir qui est à l'origine du rieur. Mais en fait, ce n'est personne. Personne n'a été le rieur, car ce sont les individus qui ont imité des choses dans les médias, remplaçant l'original et en agissant à une plus grande échelle, qui ont donné envie à d'autres imitateurs de faire un simulacre. Pour qu'au final, plusieurs rieurs aient l'idée de faire des crimes qu'ils diffusent à la télé, devenant encore plus populaires et poussant plus de gens à devenir eux-mêmes des rieurs. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il y a un crime incendiaire qui passe dans les médias, le fait que ce dernier soit popularisé et à la vue de tous, des gens vont s'y intéresser à l'origine du crime. Certains, peut-être, y trouveront ce qui leur correspond, les poussant eux-mêmes à commettre un incendie. Ainsi, lorsqu'un feu criminel est déclaré, le nombre d'incendies similaires arrivera de façon accrue dans les semaines suivant le premier crime. Ceci est un exemple de complexe de solitude, où des gens cherchent à imiter d'autres personnes en pensant faire quelque chose d'unique, alors qu'en fait ils deviennent populaires sans vraiment le faire exprès. C'est un thème qu'apporte donc Kamiyama à Ghost in the Shell, en plus de traiter tous les autres sujets de la franchise. C'est une excellente série qui pour moi est la plus représentative de qu'est-ce qu'est Ghost in the Shell. Dis, je peux parler d'un sujet qui fâche ? Ouais, vas-y. T'as vu qu'ils allaient sortir un live action de Ghost in the Shell ? Oh putain, y'a que les terriens qui pourraient faire ce genre de choses, sérieux. Ici sur Doxa, jamais on se permettrait de faire un blockbuster qui prenne le risque de pas rapporter beaucoup d'argent et d'être nul. Ici, y'a que le fric qui compte. Mais je me demande si je préfère ça ou une adaptation de Ghost in the Shell pas terrible. T'en penses quoi des trailers en tout cas ? En soi, ils sont jolis et le choix des acteurs, je le trouve très bien. Le décor me fait un peu penser à Blade Runner et je trouve ça cool. Mais bon, les scènes d'action laissent à penser que ce sera un film d'action. Et c'est dommage parce que, dans les films de base ou Standalone Complex, l'action est toujours bien pensée et sert le propos de la franchise. Alors que là, faire de l'action pour de l'action, c'est oublier les codes de Ghost in the Shell, qui est à la base une recherche philosophique. Ouais, surtout que dans Ghost in the Shell, la philosophie est toujours faite de façon subtile qui nous amène à nous faire réfléchir. Là, on dirait qu'il nous balance des thèmes à la figure sans que ça ait vraiment d'impact sur nous. Ils ne t'ont pas sauvé la vie, ils te l'ont volée. Ouais, pas top tout ça. Hein. Le film live action sera inspiré des 3 œuvres qu'on vient de parler. Je pense que j'en ferai une vidéo pour parler de ça. En soi, je pense pas que ça va être un mauvais blockbuster, ça va être beau, ça va plaire au plus gros monde, mais un bon Ghost in the Shell, pas sûr. En tout cas, j'espère au moins qu'il aura le mérite de donner envie aux gens de s'intéresser à la franchise. En bref, vous avez vu que Ghost in the Shell est une série pas toujours accessible, certes, mais qui a le mérite d'être vraiment extraordinaire. Commencez par aller voir le film avant de taper ensuite dans le manga et la série. Mais en tout cas, on vous encourage vraiment à aller voir cette franchise. J'ai juste une petite histoire à raconter. C'est Thésée qui revient avec un bateau de son combat avec le Minotaure. Pour fêter la réussite de Thésée, les habitants du village portuaire veulent garder le bateau intact pendant des années.
Ils se mettent donc à l'entretenir sur une grande période. À un moment, il y a des planches du bateau qui sont trop usées et les habitants décident donc de remplacer les planches. Mais des années plus tard, plus aucune pièce du bateau sont d'origine. Mais est-ce que c'est le même bateau ? She's so cold and human. It's something humans do. She stays so golden and solo. Comment est-ce que je vais faire ça? Je sais pas. Attends. Tu te démerdes ? Ouais, je vais me démerder. Non. Mais arrête de te contredire, bon sang! Ah merde.